Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le pouvoir du mental. Aujourd'hui, on va découvrir 2 nouveaux outils de préparation mentale. Ici, on s'éloigne un instant des chronos et des podiums pour se plonger dans le décryptage de ces 2 outils de préparation mentale, que sont la respiration et les bains froids. Ces 2 outils vont nous permettre de gérer la peur de l'inconnu, le stress, et surtout, on va voir comment est-ce qu'on peut intégrer ces 2 outils dans notre quotidien. Que tu cherches de l'inspiration pour ta propre pratique sportive ou des clés pour muscler ton mental au quotidien, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, c'est Joachim qui sera notre guide. Installe-toi confortablement et bonne écoute. Salut Joachim. Salut. Je suis enchanté de te recevoir aujourd'hui. Alors encore une fois, on tourne dans le BDS, donc c'est un endroit hyper sympa, hyper cool, un bar-resto à Saint-Brieuc, vraiment orienté sport. Donc il y a des télés partout pour regarder les matchs. Et tous les événements, là, ils ont fait des trucs spéciaux, des événements spéciaux sur tout ce qui est biathlon, les JO, etc. C'est hyper sympa, il y a des fléchettes, il y a des jeux vidéo, et puis ça fait partie d'un ensemble avec des terrains de paddle, avec de l'escalade. Et donc franchement c'est vraiment top. Ouais, le lieu a l'air vraiment cool. Et puis BDS, c'est vrai que c'est bien pour les matchs, suivre tout le sport. Il y a aussi un près de chez moi et on y va régulièrement. Ok, ouais c'est top et puis franchement ils sont super sympas. En plus on est bien au calme, ils ont baissé la musique rien que pour nous, donc ça c'est trop cool. Merci à l'équipe du BDS. Aujourd'hui on va aborder un thème, 2 thèmes du coup, la respiration et les bains froids, parce que c'est quelque chose dans le sport qui est hyper important, autant en termes de récupération physique, mais aussi et sur l'aspect mental. Et c'est vraiment là qu'on va aller creuser aujourd'hui, sur l'aspect mental. Toi, du coup, tu es le cofondateur de Ice Boost, du coup, avec Anne-Sophie, depuis 2024 à peu près. Et vous êtes une petite, on peut dire. On peut dire, c'est ça. Entreprise bretonne basée à Rennes. Et c'est pour ça que je trouve que ça fait sens sur le podcast d'inviter des entreprises vraiment locales ou vraiment de proximité. Vous proposez différentes choses, de la location de matériel, de la vente de matériel et puis du coaching. C'est ça. Mais je vais te laisser en dire quelques mots. Tu t'en parleras bien mieux que moi. Du coup, effectivement, ça fait depuis fin 2024 qu'on s'est lancé tous les deux. Et on a commencé au départ avec uniquement de la vente sur les bains froids en e-commerce. Et après, on s'est rendu compte qu'il y avait une demande en location. Notamment pour des agences événementielles ou des événements sportifs ou même des clubs de sport qui font des événements qui auront ponctuellement en fait de matériel. Ça évite d'investir, ça fait quand même un coût moindre et au moins ils n'ont pas à s'embêter ensuite une fois que l'événement est fini avec le matos. Donc on a enchaîné avec la location et puis après on s'est dit aussi que c'était intéressant peut-être d'accompagner les gens sur ce créneau-là parce que le froid déjà ça fait peur à beaucoup de gens. C'est pas un truc qui plaît à tout le monde, ça plaît à très peu de gens d'ailleurs et donc on a créé des ateliers pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne, ce qui se passe dans le corps, ce qui se passe dans la tête, quels sont les bénéfices du froid, mais aussi de la respiration, parce que les ateliers sont basés sur la méthode Wim Hof. Je ne sais pas si ça te parle. Ouais, très bien. C'est la méthode, le gourou du froid. Ouais, exactement. C'est vraiment lui qui a démocratisé le froid dans le monde. Donc c'est un peu la référence, effectivement. Et donc nos ateliers sont basés là-dessus. Et comme ça, les gens, on les accompagne au moins pour leur début. Pour savoir comment respirer, parce que c'est un truc qu'on ne nous apprend pas forcément et on ne sait pas trop le faire. Et ensuite, à les accompagner main dans la main, entre guillemets, dans l'immersion, dans l'eau froide. Parce que c'est pareil, c'est pas un truc qu'on fait comme ça du jour au lendemain, on va pas se baigner dans une eau à 3 degrés direct. En fait, c'est ça, il y a l'aspect sécurité qui est hyper important. Voilà, exactement. Il y a quand même des contre-indications, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc voilà, au moins on a créé un cadre sécurisé et donc on propose ça aux gens. Et en fait, tout ce package-là, ces 3 offres sont complémentaires les unes avec les autres. Et c'est ça qui est intéressant. Ok. Comment est-ce que tu arrives au froid, toi ? Enfin, tu vois, au monde du froid ? Alors le froid n'a pas été toujours mon ami, pour être honnête. C'est souvent le cas, j'ai l'impression. Les gens qui adorent après. Sinon j'étais quand même bien frileux.
quand j'allais avec mes potes, on est un groupe de 4 potes d'enfance. Souvent quand on partait en week-end ou même quand on allait à la plage, là ici en Bretagne, où il n'est pas non plus hyper chaude. Ouais, on peut le dire. Même l'été, ça va pas très haut. Et je me baignais rarement en fait. Je me baignais rarement parce que c'était froid, puis je voyais pas l'intérêt en fait d'aller dans de l'eau froide parce qu'après j'avais froid, tout simplement. Donc je restais la plupart du temps sur la plage. Donc c'était pas vraiment mon ami, mais en fait. Moi, pour raconter un petit peu depuis le début, j'ai une formation d'ingénieur. Donc j'ai eu des postes à responsabilité avec des équipes à gérer, avec un emploi du temps très chargé, avec du stress, la charge mentale, etc. Et à un moment donné, j'en ai eu marre aussi de cette vie-là. J'ai eu une petite fille et ça a été un petit peu le déclic où j'ai voulu changer de vie et me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc j'ai toujours cette sensibilité à la liberté déjà d'une part et c'est vrai que l'entrepreneuriat pour ça c'est quand même cool parce que aujourd'hui je peux gérer un peu mon emploi du temps comme je le souhaite, donc ça c'est quand même un gros avantage et donc je me suis j'ai cherché un projet si tu veux dans l'entrepreneuriat. C'est comme ça qu'après j'ai choisi le e-commerce auquel je me suis formé et par la suite on a donc créé Iceboost. C'est un peu par hasard parce qu'en fait c'est en cherchant un peu quoi vendre que je suis tombé sur le bain froid. Le bain froid, ça me faisait écho déjà parce que je fais beaucoup de sport aussi. J'ai toujours fait du sport, du foot, du tennis, du hand, du bad, bref. Et c'est vrai on connaît le bain froid par le sport en général. Oui. Parce que les professionnels utilisent ça depuis déjà de nombreuses années. Très utile pour la récupération sportive. Mais j'avais pas connaissance du tout le côté bien-être, préparation mentale même, qui allait avec. Mais ça a fait quand même écho à une histoire que me racontait mon père. Donc il est portugais et quand il était petit, donc au Portugal, il y a sa mère qui l'emmenait régulièrement à la source de la rivière, qui était froide donc, pour le tremper dedans régulièrement, tu vois, et parce qu'ils avaient déjà cette croyance en fait que ça renforçait le corps et l'esprit. Et c'est vrai qu'il nous a raconté cette histoire-là plusieurs fois et avant ça me faisait pas trop sens. Je dis d'accord. Et donc là, je tombe sur les bains froids. Du coup, je me souviens de cette histoire. Je me dis, les sportifs utilisent ça depuis des années. Donc, je décide un peu de creuser le sujet. Et c'est comme ça, après, que je tombe sur la méthode Wim Hof, que je découvre tout cet univers du froid. Et à ce moment-là, j'en parle à Anne-Sophie, ma compagne. Et donc, je lui parle des bains froids, de la respiration, de l'exposition au froid, etc. Et pour elle aussi, c'est vrai que ça fait sens aussi. Et ça fait écho avec son histoire parce qu'elle a aussi eu des postes à responsabilité dans les grosses boîtes et une grosse charge mentale avec un planning chargé et elle est jusqu'à aller au burn-out. Ok, d'accord. Donc vraiment aller jusqu'au bout. Et en fait on s'est dit que ça répondait à un vrai problème aujourd'hui dans notre société qui est le stress, la charge mentale, c'est toujours plus. Et puis les problèmes de sommeil aussi. Ouais, exactement. Ouais. Et ça se trouve, si on avait eu ces outils-là à l'époque, peut-être que nos vies auraient été un petit peu différentes, tu vois. Donc c'est comme ça qu'on s'est dit qu'on allait lancer Iceboost et qu'aujourd'hui, on pratique le froid régulièrement, on pratique la respiration tous les jours et voilà un petit peu le... Ok, trop bien. Moi, de mon côté, le froid, ça me lie à une épreuve. C'était un swimrun dans les gorges du Verdon. Ouais. J'en parle dans un des épisodes d'ailleurs que j'ai tourné en décembre. Allez l'écouter, ça rappelle des super souvenirs. En fait, pour remettre dans le contexte, on est au mois d'avril à peu près, début avril. Il y a eu des chutes de neige 10 jours à peu près avant la compétition. Ça s'est pas vraiment réchauffé. Vent froid, eau hyper froide. Même 2 jours avant l'organisation, elle dit on a revu le parcours pour réduire les temps de natation, pour éviter les hypothermies, etc. Pour plus qu'il y ait 2000 mètres de natation à enchaîner. Ça fait beaucoup. Et et en fait, j'ai eu très très peur de l'eau froide à ce moment-là parce que j'ai tendance à perdre la sensibilité dans les doigts, dans les pieds, dans les extrémités. Et je me suis dit, si je nage trop longtemps, que j'ai trop froid, je vais perdre un doigt, je vais perdre un orteil, tu vois. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je crois que j'ai tourné un épisode la veille ou 2 jours avant du podcast sur comment gérer ses peurs.
Et j'en parle dans ça parce qu'on est 2 jours avant l'épreuve, avant l'épreuve, et donc je suis avec un préparateur mental et on voit comment est-ce qu'on peut gérer la peur. Donc là, c'est vraiment un cas hyper concret. Je voulais pas toucher l'eau avant pour pas avoir encore plus peur. C'est ça. Et du coup, en fait, le truc, c'est que du coup, le jour de la course, tu commences par de la course à pied en swimrun. Tu vas jusqu'à du coup au lac, le lac de Sainte-Croix, qui est absolument magnifique dans les gorges du Verdon. Et tu arrives devant l'eau, t'as pas d'autre solution que de sauter à l'eau. Faut y aller, quoi. Il faut y aller. Et en fait, ça a été une vraie transformation parce que après, j'ai plus eu du tout peur de l'eau froide, en tout cas. Enfin, tu vois, de cette sensation désagréable. Et je suis passé il y a eu un déclic qui s'est fait en disant, ok, ça peut être désagréable 30 secondes, mais après, trouver du confort dans l'inconfort, en fait. C'est ça la puissance du truc. Et c'est là que je me suis dit, ok, le froid, en fait, c'est hyper important. Je me suis moins documenté sur l'aspect récupération, etc. parce que je sais que c'est hyper puissant. Et là, du coup, dans tout l'épisode, on va vraiment tourner ça sur l'axe du mental, de la gestion du stress, des peurs et de cette notion de confort dans l'inconfort, en fait. Parce que, ou des appréhensions, ou de se dire, en fait, je pensais que j'étais pas capable et finalement je l'ai fait quand même, et donc ça veut dire que je suis capable, et si je suis capable de faire ça, je suis capable aussi d'aller plus loin, quoi. Ok. Là, on va du coup découper l'épisode un peu en 2 parties. La première partie sur la respiration et la deuxième partie plutôt sur le froid. Et du coup, en fait, je trouve ça étonnant qu'on travaille sur la respiration, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent sur le breathwork, sur la respiration, etc. Mais en fait, on respire naturellement au quotidien, on respire tous les jours depuis notre naissance. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'apprendre à respirer ? Qu'est-ce qu'on va chercher dans ces exercices de respiration ? Alors, effectivement, du coup, la respiration, comme tu l'as dit, on respire, on est avec, le premier cri. C'est naturel, c'est automatique. Alors, heureusement d'ailleurs, parce qu'on aura un petit problème en dormant, sinon. C'est clair. Mais en fait, il y a eu une étude qui a été faite en 2017 sur des personnes en bonne condition physique, qui ont montré qu'il y a 9 personnes sur 10 qui ont une respiration dysfonctionnelle. Donc c'est énorme, 90% des gens. C'est énorme. Alors une respiration dysfonctionnelle, c'est quoi ? C'est une respiration qui est trop haute dans la poitrine, par exemple. D'accord. Ça va être une respiration par la bouche au lieu d'être par le nez, ou alors qui est trop rapide. Et en fait, c'est un peu dû à notre mode de vie d'aujourd'hui, qui faut que ça aille vite. On est en mauvaise posture, on est tout le temps assis devant un écran au bureau. Et on a tout le temps du stress quotidien avec notre environnement, notre travail, notre famille, etc. Donc ça vient un peu de tout ça. Et en fait, la respiration, c'est la seule fonction de notre système nerveux autonome qu'on peut contrôler volontairement. Donc on peut pas contrôler la digestion, on peut pas contrôler la transpiration, des choses comme ça. Et en fait, on a littéralement une télécommande, en fait, systématiquement avec nous, qui nous permet de passer d'un mode, donc le mode sympathique, qui est notre mode actif de notre corps, du système nerveux. Soit on a choisi d'activer ce mode volontairement, ou alors on peut choisir au contraire d'aller sur le mode parasympathique, donc qui est plutôt le mode repos, récupération. Et avec la respiration consciente, on peut choisir d'aller sur le parasympathique ou le sympathique, et en fait c'est un peu comme si on avait un super pouvoir, parce que c'est quand même génial de pouvoir choisir ça. Soit tu as l'exercice de respiration qui va pouvoir t'activer si tu as une réunion, si tu as un entretien d'embauche, avec l'exercice de respiration, tu vas pouvoir être en meilleures conditions. Ou alors au contraire, tu as eu justement, après la réunion, tu as eu un petit pic de stress, et avec la respiration aussi, tu vas pouvoir redescendre et déstresser automatiquement. Donc c'est un super pouvoir que chacun a à disposition, qui est là tout le temps, qui est gratuit, qu'on peut faire n'importe où et n'importe quand. Donc, c'est ça, on n'a même pas besoin finalement d'être allongé bien tranquillement dans un lit, dans un canapé, au noir, etc. On peut faire ça même de manière consciente en voiture, dans les bouchons, ou même en se déplaçant, en faisant du sport, du coup, d'ailleurs. Je pense qu'on peut contrôler ça. Tout à fait. Et il y a Leonardo Pelagotti, je ne sais pas si ça te parle. Oui. Qui est un instructeur Wim Hof, qui a été un des premiers instructeurs Wim Hof en France,
et qui est très connu dans le monde du sport notamment, qui est coach aussi pour les athlètes en respiration aussi en froid. Lui il dit que la respiration c'est le premier outil du biohacking parce que on l'a dit, on est avec de notre premier cri jusqu'à notre mort. Jusqu'au dernier souffle. Voilà, exactement, on dit jusqu'au dernier souffle. Et du coup, par contre, personne ne nous dit comment respirer. Personne ne nous apprend, alors que on le fait tous les jours. On y viendra justement après, comment est-ce qu'on respire bien. Mais tu disais que 90% des gens respiraient pas correctement, respiraient mal. C'est quoi mal respirer du coup? Comment est-ce que moi je peux m'auto-diagnostiquer par exemple en disant ok, je respire bien ou je respire pas bien? Alors il y a plusieurs signaux d'alerte qu'on peut retrouver. Donc on l'a parlé, par exemple si tu respires par la bouche principalement, ça peut être problématique. Alors la nuit tu t'en rends pas compte, mais par contre quand le matin tu te lèves, que tu as la bouche sèche, c'est que la nuit c'est que tu as de fortes chances que tu aies respiré par la bouche. Alors en ce moment, ça fait un certain temps maintenant qu'on voit, il y en a certains qui mettent des scotch sur la bouche la nuit. Alors ça marche au début, c'est un peu inconfortable, faut se cacher parce que c'est pas naturel et puis t'as pas l'habitude, donc en fait ça te gêne, et 2-3 premières nuits ça peut être compliqué, mais en fait après tu réapprends à respirer correctement par le nez et pour le coup tu passes vraiment des meilleures nuits en respirant par le nez quoi. Donc ça, il y a ça. Sinon, quand tu as les extrémités froides, régulièrement aussi, que ce soit les mains ou les pieds, ça peut venir d'une respiration qui est dysfonctionnelle. Si tu bâilles souvent ou que tu soupires, souvent dans la journée aussi. Si tu fais plus de 15 respirations par minute aussi. D'accord, ça je savais pas. Ouais. Du coup, ça tu peux le savoir avec ta montre ou même en se concentrant. Il y a un exercice, je crois qu'on va parler un petit peu plus tard, mais il y a un exercice qui permet de savoir à combien de respirations par minute tu es. Et après c'est quand tu fais du sport ou même quand tu es au repos et que tu montes des escaliers ou tu portes quelque chose, tu as des gestes qui paraissent banals et dans le quotidien, mais si tu es essoufflé rien qu'à faire ça déjà, c'est que tu peux avoir un souci de respiration. Voilà globalement les signaux. Ok, d'accord. Et est-ce qu'il y a un moment particulier, un moment spécifique pour faire les exercices de respiration? Le matin, le soir, le midi, comment ça se passe? Comment tu vois le truc? Alors, il y a différents exercices pour différents objectifs. Donc, effectivement, tu peux avoir besoin de respirer à différents moments de la journée. Le matin, tu peux respirer, par exemple, pour te réveiller, pour équilibrer ton système nerveux et repartir avec de l'énergie sur ta journée. Notamment avec des exercices de cohérence cardiaque tout simplement. Tu respires 4 à 5 minutes. Il y a un exercice qui marche bien pour ça, c'est la méthode 365. Donc c'est 3, 6, 5 pour 3 fois par jour, 6 pour 6 respirations par minute et 5 pour 5 minutes. Donc pendant 5 minutes tu fais 6 respirations par minute et tu fais ça 3 fois par jour. Donc c'est un bon exercice de cohérence cardiaque déjà pour commencer, tu vois. Pour commencer la journée. Sinon après tu peux avoir des exercices comme je disais tout à l'heure pour avant une réunion, avant un entretien d'embauche. Tu peux faire ce qu'on appelle une respiration carrée pour avoir un meilleur focus. Donc la respiration carrée c'est 5 secondes on inspire, 5 secondes on maintient, 5 secondes on expire, voilà, exactement. 5 secondes on maintient. On dit carré visuellement, pour ceux qui nous écoutent, on va partir du coin du carré en bas à gauche. On va monter, ça va être l'inspiration sur 3, 4 ou 5 secondes. On va arriver dans le coin du supérieur gauche. Ensuite, la ligne horizontale pour le coin supérieur droit, ça va être la rétention poumon plein. Donc là, on va retenir son souffle, le même nombre de secondes que l'inspiration. Donc si c'était 4 secondes, on retient 4 secondes. Et ensuite, on redescend le carré, et là, c'est l'expiration, de nouveau sur 4 secondes. Et en bas, la ligne horizontale, c'est donc la rétention poumon vide, donc on retient pendant 4 secondes également. Et après, il y a des exercices aussi qui peuvent se faire le soir, là au contraire pour un petit peu décharger tout ce qui s'est passé dans la journée, venir apaiser son système nerveux, déstresser et se préparer au sommeil. D'accord, ok.
Et donc là, est-ce qu'en fonction des exercices, donc là 365, respiration carrée, est-ce que ça permet d'activer certaines choses, ou par exemple est-ce que on va pas faire une respiration carrée juste avant d'aller dormir par exemple parce que ça va réactiver le système, ou peu importe finalement, on choisit un exercice qu'on aime bien et puis on le fait comme ça. Alors les exercices sont vraiment sont faits pour un objectif précis. D'accord. Alors pour un objectif, il peut y avoir plusieurs respirations, Okay. et par contre, plusieurs respirations ne sont pas pour les mêmes objectifs. D'accord. Donc là, effectivement, si on prend la respiration Wim Hof par exemple, elle est très bien pour le matin parce que ça va activer ton corps, ça va oxygéner tes cellules, tu vas créer de la noradrénaline, de la dopamine, et ça va te booster pour toute ta journée. Okay. Par contre, tu fais ça le soir, en fait, ça va t'empêcher de dormir. Ouais, d'accord. Okay. Donc, concrètement, ça peut être ce genre de choses. Donc vraiment, un exercice de respiration va être spécifique pour vraiment un objectif. Il y en a certains qui ont un peu le double, qui peuvent avoir deux objectifs, tu vois, apaiser le système nerveux et en même temps améliorer la concentration. Mais en tout cas, on peut catégoriser en deux parties les respirations. Tu as les respirations dynamiques qui sont plutôt pour activer le système. D'accord. Et plutôt les respirations qui sont pour apaiser et se reposer. Ok, d'accord. Et ouais, d'accord. Donc en fait, il faut juste trouver sa bonne méthode. Donc on parle beaucoup de respiration Wim Hof. C'est 40 respirations très intenses dès le réveil. Ouais. Et ça... il faut vraiment le faire pour le croire, pour le vivre, parce que on a un regain d'oxygène, on a des fourmis dans les extrémités, etc. Donc c'est bien de dire, c'est bien de respirer, d'utiliser les 40 respirations Wim Hof, etc. Mais en le faisant, on passe dans une autre dimension en fait. C'est clair, ouais, parce qu'effectivement il se passe beaucoup de choses avec cette respiration Wim Hof là, elle est très complète et très surprenante pour les personnes qui les font pour la première fois. Ça peut même faire peur à certains, parce qu'il se passe des choses dans ton corps que tu n'as jamais ressenties. C'est ça. Et qu'on ne pourra même pas décrire ici, en fait. Ouais, c'est ça. Faut le vivre. Ouais. C'est un peu comme, je prends souvent l'exemple de la fraise. C'est-à-dire qu'on pourrait parler du goût de la fraise pendant 1 heure, mais tant que tu n'as pas croqué dedans pour savoir exactement ce que c'est, ça, ouais. Tu ne peux pas savoir, en fait. Ouais. Et du coup, pour ceux qui ont l'habitude de le faire, pour ceux qui le font pour la première fois avec les conseils, les types de respiration qu'on a donnés, surtout, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou à faire un petit message pour savoir comment ça s'est passé pour vous. Je pense qu'on a fait un bon chapitre sur la respiration, et c'est pas mal. On a on voit qu'il y a des effets. Quels sont les effets? On voit qu'on peut utiliser la respiration pour se dynamiser le matin, pour réduire le stress, pour se freiner un peu en fin de journée. On peut utiliser des exercices de respiration 3 fois par jour, autant qu'on veut. Combien de temps? À peu près d'utiliser 5 minutes, mais des fois ça peut être un peu plus long, surtout le matin pour se dynamiser. Je crois que la respiration Wim Hof, ça doit être au moins 5 minutes, enfin 10 minutes peut-être. Ouais, c'est même un peu plus, parce qu'en général, on fait respiration Wim Hof, on essaie de faire 3 cycles. Ouais. Et sur un cycle, tu as donc entre 30 et 40 respirations. Ensuite, tu as une rétention poumon vide. Ouais. Qui va durer, moi sur mes ateliers je fais premier cycle rétention poumon vide 1 minute, deuxième cycle 1 minute 30 et troisième cycle 2 minutes. D'accord, ok. Et alors c'est surprenant parce qu'on ne s'attend pas à pouvoir tenir 2 minutes poumon vide, mais encore une fois, il faut le tester pour y croire. Et en général, donc cet exercice il dure plutôt entre 15 et 20 minutes. Après, pour les autres exercices dont on a parlé, c'est beaucoup plus court quand même, c'est plus accessible. C'est des études qui ont été faites démontrent que des respirations entre 4 et 5 minutes suffisent déjà à activer ton nerf vague et donc activer le mode parasympathique et réduire ton stress. Ok. Ouais, donc en fait, il n'y a pas d'excuse pour pas le faire. Il y a zéro excuse. On peut le faire n'importe où. Le mieux, c'est peut-être de le faire allongé, tranquillement, reposé, bien posé, ou peut-être assis, un peu comme la méditation finalement, une position confortable qui nous va bien, quoi. Et puis, c'est ça, on est confortable. Ça peut être allongé effectivement, ou assis, c'est quand même plus simple, plus accessible dans la vie de tous les jours. Faut juste être assis confortablement, avoir le dos droit, les 2 pieds posés au sol, bien ancrés. Et après on peut faire ça,
essayer d'être dans un endroit plutôt calme, histoire de bien ressentir les effets et de se concentrer sur ce qu'on ressent. Mais sinon, c'est quand même assez simple à mettre en place. Oui, c'est un vrai travail d'introspection, en fait, presque, de ressentir jusqu'où l'air va, comment ça se passe, etc. Donc, c'est vraiment hyper puissant. Ok, on passe au bain froid. Alors, avant de continuer sur la suite de l'épisode sur les bains froids, si tu nous regardes sur YouTube, sache que j'ai eu un petit problème technique au moment de l'enregistrement sur une des deux caméras, ce qui fait que je ne peux pas continuer à proposer l'image dans cet épisode. Malgré tout, les micros ont continué à enregistrer, donc vous ne manquerez aucun détail de la suite de notre conversation. À très vite. Parce que c'est très complémentaire finalement avec la respiration avant de t'immerger. Moi je dis souvent faire un bain froid, faire un bain froid ça sert à rien. Il faut vraiment se préparer à faire un petit exercice de respiration peut-être avant et puis vraiment ressentir quand on se baigne dans le froid, ressentir toutes les sensations qu'on va pouvoir avoir sur le corps. Avant de commencer peut-être pour savoir comment est-ce que ça se passe, comment est-ce qu'on fait, est-ce qu'il y a des contre-indications à la pratique du bain froid ? Ouais. Effectivement, comme je disais tout à l'heure, on ne fait pas ça n'importe comment. Il y a des contre-indications où il faut absolument demander l'avis de son médecin pour y aller. Alors, c'est proscrit si on a des problèmes cardiaques. Les problèmes cardiovasculaires, on ne fait pas. Si on a des problèmes de tension, que ce soit hypotension, hypertension, c'est pareil, on évite. Si on a des problèmes respiratoires type asthmatique, ça peut déclencher des crises. Donc là, on préfère éviter aussi. Les grossesses, ça peut être... alors il y en a qui font, je prends pas, moi dans mes ateliers, je préfère pas prendre le risque. Après il y a d'autres choses, le syndrome de Raynaud. Alors il y a deux types le syndrome de Raynaud de type 1, donc, qui est moins grave. Donc c'est la sensibilité sur les extrémités. Il faut juste là surveiller dans les bains, dans mes ateliers, moi je surveille dans les bains du coup qu'il n'y ait pas de... je vois les signaux si tu veux, j'ai appris à les reconnaître. Donc s'il y a un problème, je saurais réagir et sortir la personne. Par contre, syndrome de Raynaud de type 2, là on est lié à une maladie auto-immune. Donc là c'est pareil, on ne fait pas. Après ça peut être l'épilepsie. De manière générale, c'est à partir du moment où il y a un doute, vaut mieux aller voir un médecin et demander... consulter d'abord. C'est ça, demander confirmation. Ok. Est-ce que on sait qu'il y a des bienfaits physiques, on n'en a pas encore forcément parlé, on sait on est certain qu'il y a des bénéfices mentaux. Et est-ce que c'est pas aussi un effet de mode un peu le bain froid, ou est-ce que c'est vraiment concret? Je sais que certains aiment bien que ça soit scientifiquement prouvé, etc. Mais voilà, est-ce que c'est plutôt un effet de mode? Est-ce que c'est mieux pour le mental, mieux pour le physique? Qu'est-ce que tu en penses? En fait, il y a des bénéfices, effectivement, côté physique. Moi, j'aime bien séparer les bénéfices en deux parties. Tu as des bénéfices que tu vas ressentir immédiatement après ton bain. Donc, ça va être la libération des hormones. Donc, adrénaline, noradrénaline, dopamine. Tu auras un cocktail là qui va te booster, mais quand je dis booster, c'est littéralement booster. On compare ça à des substances comme la cocaïne ou ce genre de choses. Donc, c'est vraiment puissant. Sauf que là c'est totalement naturel, c'est pas dangereux pour ton corps et la différence aussi c'est que derrière t'as pas de crash. Quand tu prends des substances, derrière tu vas avoir un crash, c'est ce qu'ils appellent soit tu fais un bad trip ou alors derrière tu vas avoir un... En fait c'est tu contrebalances, tu as été très high pendant un moment et après tu es très down. Avec le café c'est la même chose, en fait ça te booste un moment sur une courte période et après en fait ça te casse quoi. Et du coup tu reprends pareil avec le sucre aussi d'ailleurs. Voilà, du coup tu reprends une dose pour recontrer ces coups de fatigue et du coup tu finis par boire 10 cafés dans la journée. Là non, c'est que avec le bain froid, ta production d'hormones va se produire dans les 5 à 6 heures qui suivent ton immersion. D'accord. Et derrière tu n'as pas de crash. Et en termes de, on parlait de preuves scientifiques, donc il y a effectivement des études qui ont été faites et qui ont montré que, par exemple, pour la dopamine, c'est plus 250% de production. Pour la noradrénaline, c'est 530%. Énorme. C'est énorme. Ouais. Tu fais un x6 sur ton focus. Dopamine, donc c'est lié plutôt à la motivation. Et après, à l'adrénaline, donc tu as un gros boost d'énergie. Là, tu fais x4. Donc 300% de boost. Donc c'est vraiment hyper puissant.
Donc ça, c'est les effets que tu as immédiatement. Tu as aussi l'endorphine que tu sécrètes, donc c'est l'hormone du bonheur. Donc en fait, par exemple, à la fin de nos ateliers, tout le monde a le smile. C'est le monde des bisounours. Okay. Tout le monde est heureux et ça, c'est trop bien parce que du coup, tu vois que les gens, ils repartent de l'atelier qui sont super contents. En général, tu as 9 personnes sur 10 qui veulent retenter l'expérience. Donc ça, c'est vraiment top. Après, tu as des bénéfices qui sont sur le physique. Donc la récupération musculaire, on en a parlé un petit peu, mais tu vas activer la circulation sanguine parce que tu vas avoir le phénomène de ce qu'on appelle la vasoconstriction. Donc c'est le resserrement de tes vaisseaux sanguins dans les extrémités de tes membres, donc dans les bras, les mains, les jambes et les pieds. Tout simplement pour que le corps garde le sang chaud au niveau de tes organes vitaux. Et après, quand tu ressors du bain, tu as le phénomène inverse, donc tu as la vasodilatation, donc tes vaisseaux dans tes extrémités se redilatent, et là tu as donc ton sang chaud qui revient progressivement dans tes extrémités, et donc le fait de faire ça, donc ça muscle entre guillemets tes vaisseaux sanguins, et tu vas améliorer ta circulation sanguine, et l'effet immédiat c'est que après une séance de sport par exemple, tu vas pouvoir plus rapidement éliminer tous tes déchets métaboliques. D'accord. Oui, parce qu'en fait, tout revient au centre du corps et après pour être nettoyé et repart après. Exactement. Et comme ça réactive la circulation, donc ça accélère un petit peu ce processus. T'as ça. Après, ça réduit aussi les inflammations et les micro-lésions après une séance de sport. Donc si après une séance de musculation, moins de courbatures effectivement. Ouais. Donc ça c'est pareil, hein, tout ça, ça a été documenté, ça a été prouvé scientifiquement. Ce qui marche bien, c'est effectivement sur les sports d'endurance. Les courses à pied, le vélo, la natation, bref. Et par contre sur les sports plus de force type musculation, Aerox, sur ces types de sports-là, ça dépend de l'objectif, mais si l'objectif c'est vraiment d'avoir une hypertrophie, là il faut attendre 4 à 5 heures avant de prendre son bain froid. D'accord. Parce que dans l'hypertrophie, l'inflammation a un rôle majeur dans la reconstruction musculaire, les micro-lésions aussi, donc tu vas casser ton muscle, et donc il faut laisser le temps à l'inflammation de faire son boulot. Et donc on vient là prendre son bain froid plutôt 4 ou 5 heures après sa séance pour stopper l'inflammation quand elle a fini de faire son boulot. Et était un peu plus frais ensuite pour recommencer le lendemain. D'accord. Il y a juste sur les compétitions, type Aerox par exemple, ou après un WOD, ce genre de choses. Comme ce week-end par exemple, j'étais, je le disais en off, à un événement d'Aerox, les Winter Games à Paris. J'avais aligné 5 bains froids et tous ceux qui ont fait leur Aerox après, ils sont venus dans leur bain et ça leur fait un bien fou. Surtout pour les jambes. Et ils ressortent du bain après avec les jambes hyper légères. Donc tu as une sensation aussi t'as plus les douleurs déjà, ça réduit énormément les douleurs et tu as une sensation de jambes légères, tu as l'impression que tu peux repartir pour un Aerox littéralement. Excellent. Donc vraiment l'effet il est immédiat, pas besoin d'attendre 1 heure, 2 heures. Là-dessus effectivement les effets sont immédiats. Ensuite tu as des effets plus sur le long terme. Alors quand je dis sur le long terme, il faut pratiquer du coup régulièrement pour ressentir ces bénéfices-là. Régulièrement, c'est quoi? C'est tous les jours? Tous les 2 jours peut-être? Alors ça dépend un petit peu de ton rythme de vie, de tes objectifs. Si tu es un grand sportif avec des grandes ambitions, le bain tous les jours, c'est pas déconnant. D'accord. Si tu es un peu monsieur et madame tout le monde, avec ton boulot, tes séances de sport, tu fasses déjà 1 par semaine, c'est très bien. Tu vois. Moi, j'essaie de faire 2 bains par semaine. Et en fait, donc les bénéfices sur le long terme, quand tu pratiques régulièrement, ça va être un boost d'immunité. Tu vas produire plus de globules blancs et du coup, tu vas tomber moins malade. Tout simplement. Là, cet hiver, je suis pas tombé malade. Tu vois, ça, c'est trop bien. Excellent. Il y a ça va booster ton métabolisme aussi. Parce que à force de pratiquer le froid, donc tu viens stresser entre guillemets ton corps. C'est le principe d'Hormèse. Tu vas stresser, tu viens apporter un stress volontaire à ton corps. Et après à la sortie du bain, donc ton corps va apprendre à se réchauffer de lui-même. Donc il y a des exercices de réchauffement qu'on fait après, pareil qu'on apprend dans la méthode Wim Hof. C'est la posture du cavalier, on appelle ça.
Et en fait, on vient activer les muscles intercostaux en faisant un mouvement de rotation du haut du corps. Oui, c'est ça. En fait, tu te mets un peu en squat, ouais, le jambe un peu fléchie, ouais. un peu, on baisse un peu comme si on était en squat, et puis on vient faire une torsion dans le haut du corps, et puis en bougeant aussi les bras. Ouais. Ce qui fait que là, tu sollicites les cuisses pour bien réchauffer. Les plus grands muscles du corps humain, les ischios, les quadriceps et les fessiers, pour réactiver un petit peu ta chaudière interne. Et le fait d'activer tes muscles intercostaux, ça va produire du glucose et tu vas produire de la graisse brune. Tu vas transformer même tes graisses blanches. Ouais. Donc c'est la graisse sous-cutanée qu'on voit, voilà, c'est ça. Okay. La graisse qu'on voit, qu'on a souvent chez les hommes au niveau du ventre, chez les femmes plutôt au niveau des cuisses. Du coup, cette graisse blanche va se transformer en graisse brune. Cette graisse brune, elle est principalement logée autour de la colonne vertébrale et c'est elle qui va ensuite réchauffer ton corps. D'accord. Donc quand on est gamin, quand on est bébé, on est bourré de graisse brune. Okay. Donc c'est pour ça que les bébés ils ont rarement froid, ils sont tout le temps chauds. C'est parce qu'ils ont cette matière qui leur permet de tout le temps rester à la bonne température. Et à fur et à mesure qu'on grandit, en fait, on perd un petit peu cette quantité de graisse brune. Et ça, encore une fois, c'est lié à notre mode de vie, qu'on vit de plus en plus confortablement. Ouais. Il fait chaud toute l'année, enfin, on vit dans des maisons chauffées, on vit dans des bureaux chauffés, on est assis sur des bureaux, donc petit à petit, en fait, le corps, il perd sa capacité à se réchauffer lui-même. C'est pour ça qu'il y a aussi de plus en plus de gens qui sont frileux. Ouais, d'accord. Plus tu avances dans l'âge, plus tu deviens frileux parce que moins tu as de graisse brune. Donc le fait de pratiquer régulièrement le froid, tu réapprends à ton corps à produire de la graisse brune et donc à devenir moins frileux finalement. Okay. Donc ça c'est quand même pas mal. Et après sur les bienfaits mentaux, pour le coup, là on parle beaucoup de préparation mentale où ils utilisent le froid comme outil. C'est vrai que c'est un outil puissant. Parce qu'on a deux modes de cerveau, si on veut faire un petit peu de neurosciences vite fait. On a un mode qui est plutôt automatique et un mode qui est plutôt adaptatif. Et notre cerveau, c'est un peu un pantouflard, il aime bien aller sur le mode automatique. Tu vois. Si on veut schématiser, c'est l'autoroute. Tu vois, c'est une route qui est super large, c'est super simple de rouler dessus, ça va vite, ça demande très peu d'énergie. Et au contraire, le mode adaptatif, c'est plutôt le chemin sinueux en montagne, tu vois, avec des branchages, des cailloux. Ouais, parce qu'il faut refaire sa trace. Ouais, c'est ça, exactement. Dans la neige, exactement. Et donc, tu as ces deux images-là. Et en fait, avec le froid, tu viens, comme tu disais tout à l'heure, essayer de trouver du confort dans l'inconfort. Donc, c'est apporter de l'inconfort volontairement à son corps, à son cerveau, aller volontairement sur ce chemin adaptatif, sur ce chemin sinueux, pour essayer de l'élargir, d'enlever les branchages, d'enlever les cailloux qui gênent, et que au fur et à mesure, en fait, ça devient de plus en plus facile d'emprunter ce chemin-là. Le but, c'est vraiment que ce chemin sinueux se rapproche le plus possible de l'autoroute, pour qu'ensuite, en fait, dans la vie de tous les jours, si tu as des contraintes, des trucs un peu chiants à faire, tu vois, tu te poses moins la question d'y aller et c'est plus facile de passer à l'action. Ouais. Donc il y a ça, il y a aussi un cycle dont j'aime bien parler, c'est qu'on a nos croyances qui influent sur nos pensées, qui elles-mêmes vont influencer nos actions, qui vont créer des émotions et nos émotions vont créer des croyances. Donc on a ce cercle un peu. Et ça peut vite devenir un cercle vicieux parce qu'on reste piégé un petit peu de la réalité, surtout que 95% de nos pensées sont identiques à la veille. Donc tu vois, on est vite fait de rester dans sa réalité, en fait. C'est exactement ça, et de ne pas chercher à aller plus loin. Et là, venir à un moment donné s'exposer au froid, ça va casser ce cercle-là. Tu vas casser tes croyances limitantes. Il y a beaucoup qui viennent à nos ateliers en se disant ah non mais moi je me baigne pas dans une eau à moins de 25 degrés, tu vois. Surtout les femmes me disent ça et au final quand dans mes ateliers je mets la température de l'eau à vers 8 degrés. Ok, c'est déjà froid. C'est déjà très froid pour quelqu'un qui n'a jamais fait et tout le monde le fait en fait. Ouais, d'accord. Tout le monde le fait parce Après, que il y a aussi ce conditionnement avec la respiration avant, avec l'effet de groupe aussi peut-être. Exactement, et puis la préparation. C'est vrai que ça c'est, je trouve que c'est ce qui est vraiment marquant dans le bain froid, c'est de dire je suis pas capable, j'y arriverai pas, 8 degrés c'est trop froid. Et puis finalement tu t'immerges
Et les 30 secondes, 45 secondes au début, ça fait mal. Ouais, Ça pique. clairement. Ouais, ça pique, ça fait mal. Et puis au final, dès que tu as passé ça, tu as une espèce de sérénité qui se met, qui vient s'installer. Et où tu dis, c'est dingue, je l'ai fait. Et finalement, là, c'est pas si terrible de rester dedans. Et puis on se surprend des fois de rester 2 minutes, 3 minutes. Ouais, c'est ça. Après, tu viens. En fait, c'est justement les 30-45 premières secondes dont tu parles, c'est ton cerveau qui dit là, faut sortir. En fait, il se met en mode survie. Ouais. Il se dit là, je vais mourir, il faut sortir. Et c'est là que la respiration devient importante. C'est que tu vas prolonger l'expiration pour justement contrer un petit peu ce cerveau qui dit de dégager. Ouais. Et toi, tu veux rester. Donc, tu vas expirer le plus longtemps possible parce que c'est l'expiration qui relâche le corps. C'est sur l'expiration que tu vas activer ton système nerveux parasympathique et activer ton nerf vague. Et donc, tout l'enjeu est là, c'est que dans les 30 à 45 premières secondes, c'est surtout pas bloquer ta respiration, c'est la pire chose à faire, c'est de garder une respiration, donc même si au début t'es un peu t'es saisi, quoi, tu vois. Et puis il faut reprendre le contrôle. Voilà, et petit à petit, tu reprends le contrôle, tu essayes d'expirer, de forcer l'expiration le plus longtemps possible. Et effectivement, après, une fois que ça s'est passé, comme je disais tout à l'heure, tu as les hormones qui commencent à être sécrétées, l'endorphine, la dopamine. Et en fait, tu te retrouves à être dans ton bain à 8 degrés et tu es bien. Ouais. Et ça, c'est très surprenant pour les gens qui le pratiquent la première fois. Et quand ils ressortent de là, ils ont ce sentiment de fierté de l'avoir fait. Et après, ils se disent, j'avais cette croyance de ne pas pouvoir me baigner dans une eau aussi froide. Je l'ai fait, donc déjà, je suis fier de moi. Ouais. Et ça donne des perspectives pour d'autres choses. En fait, si je suis capable de faire ça, en fait, je suis capable de faire beaucoup de choses. Ouais. Et donc c'est là où tu te remets un petit peu en question et tu redéfinis un petit peu ce cercle de croyances, pensées, actions et émotions pour aller vers un truc un peu plus vertueux. Et pour revenir sur ta question, est-ce que c'est un effet de mode ? Du coup, j'ai envie de te dire que je suis pas sûr que ce soit un effet de mode. Alors effectivement, on commence à en parler. On en parle de plus en plus. Les médias commencent à se saisir du sujet. Il y a de plus en plus d'études scientifiques qui sont faites aussi sur le sujet, et notamment grâce à Wim Hof, qui a été le premier à documenter ça, à travailler avec des chercheurs et à faire des tests. Aujourd'hui, il y a Leonardo Pelagutti qui travaille avec le CNRS, donc tu vois, c'est quand même un sujet qui devient sérieux. Et les médias en parlent de plus en plus, et du coup, le public commence à se renseigner sur le sujet. Mais en fait, cette pratique, elle est ancestrale. C'est-à-dire que déjà les Romains, si on prend il y a quelques siècles, pratiquaient les bains froids dans leurs termes, que ce soit les Japonais aussi pratiquent ça, dans les pays nordiques, ils n'ont jamais cessé de pratiquer ça. C'est facile, c'est accessible. Ouais, c'est beaucoup plus facile. Et eux, ils ont pour le coup intégré le chaud, et ça c'est très fort aussi, c'est la thérapie de contraste. Tu vois, le sauna, le bain froid, sauna, bain froid, ça c'est ultra puissant aussi pour le corps. Toujours finir par le froid, pour justement garder tous les bénéfices dont on a parlé. Donc non, je ne suis pas sûr que ce soit un effet de mode. Après, ça l'est peut-être sur les réseaux, parce que voilà, c'est le jeu. Tu vois, on en parle, c'est le jeu des réseaux, tu as envie de parler de ce qui marche sur le moment. Ouais. Tu as envie de montrer que tu as la fierté. Ouais. Parce que tu vois, les athlètes, les coachs qui vont dans le bain, ils aiment bien se filmer ou se prendre en photo dans le bain, et c'est vrai que c'est cool, enfin, c'est une fierté aussi, c'est aussi du réseau, quoi. Ouais. Et j'ai envie de dire, tant mieux si ça a fait de mode, parce que c'est juste pour le bien-être des gens, en fait. Ouais. Donc, oui, c'est ça, le but c'est de se sentir bien, tant qu'on fait pas de mal. C'est ça, exactement. Nickel. Comment est-ce qu'on fait pour commencer, du coup ? Tu parlais d'un bain à 8 degrés, mais déjà... avant, il y a la douche. Est-ce que la douche, par exemple, la douche froide, parce qu'on n'a pas forcément ni la place, ni l'envie d'investir dans un bain, on n'a pas forcément la place pour soit louer ou soit acheter un bain, on n'a pas forcément de baignoire non plus. Est-ce qu'une douche, ça a déjà les mêmes effets ? Alors, la douche, c'est très bien pour commencer. C'est-à-dire qu'on a développé, nous, un protocole d'immersion sur 4 semaines, où, effectivement, tu vas commencer par 15 secondes de douche froide. Tu prends ta douche chaude normalement, et tu finis juste, tes 15 dernières secondes de ta douche, tu les mets sur froid. Si c'est vraiment trop dur de mettre tout entier, tu commences par les jambes. D'accord. Tu commences par les jambes, 15 secondes. Ensuite, tu mets ton corps en entier, 15 secondes.
Et tu augmentes petit à petit ton temps, tu passes de 15 secondes à 30 secondes, 30 secondes à 45, de 45 à 1 minute. Le but c'est d'être progressif, parce qu'effectivement si tu commences à aller directement dans un bain à 5 degrés, ça va pas te plaire. Donc tu vas arrêter, tu vas dégoûter, tu vas arrêter tout de suite. Donc non, le but c'est vraiment d'y aller progressivement. Et une fois que au bout de 2 semaines de douche froide, tu arrives à 1 minute. Là tu peux commencer à attaquer les bains froids, tu commences à 15 degrés. Ok. À partir de 15 degrés, il y a déjà des effets. Ouais, c'est là où tu commences vraiment à parler de bains froids, c'est en dessous de 15 degrés. D'accord. Les études qui ont été faites, pour la majorité, sont à 14 degrés, tu vois. Okay. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que plus c'est froid et plus les bénéfices sont importants. D'accord. C'est pas tant en termes de durée. D'accord. Ouais. C'est plutôt en termes de température. Donc au début, tu commences à 15 degrés et tu restes le temps que tu peux. Mais si c'est 2-3 minutes, c'est très bien. Et après, tu réduis cette température. Ça sert à rien de rester un quart d'heure dans ton bain. Okay. Les bénéfices arrivent à partir de 2 minutes. D'accord. Donc ce qu'on fait nous dans nos ateliers, ce que je préconise, c'est de faire un bain entre 2 et 3 minutes. D'accord. Donc c'est quand même très rapide, tu vois. Ouais. Tu fais ça dans ta routine du matin, tu te fais une petite respiration avant, ça te prend 5 minutes, tu fais ton bain froid, ça te prend 3 minutes, et tu fais un petit peu de réchauffement actif après, en un quart d'heure tu as fait ta routine du matin et tu es boosté pour toute la journée, quoi. Et du coup, juste le truc c'est d'y aller vraiment progressivement pour pas se dégoûter. Ok. D'accord. Du coup, et après, on peut descendre jusqu'à combien finalement en température et en temps? J'ai envie de dire, la température, tu descends jusqu'à 0, jusqu'au max. De toute façon, en dessous, tu peux pas te baigner, c'est glacé. Donc. Mais non, nous, nos refroidisseurs descendent jusqu'à 3 degrés. D'accord. 3 degrés, c'est déjà très costaud. Et même, on se rend pas compte, mais tu vois, là, nous, du coup, on est à Saint-Brieuc, donc la mer est juste à côté. L'hiver, elle doit être à 8 degrés à peu près. C'est ça, à peu près. L'été, elle est aux alentours de 17, je pense. Vraiment grosse canicule, quoi. Ouais. Et du coup, là, en ce moment, elle est à peu près à 8 degrés. Et tu vois, j'ai été à la montagne pour les vacances de février, à Embrun, et le lac là était à 8 degrés. Et 2 degrés, ça paraît peu. Ouais, mais en fait, tu les sens quand même. Tu les sens vraiment. Tu les sens vraiment, parce que là, du coup, maintenant qu'on est habitué, en Bretagne, il est 8 degrés, ça va, ça passe. C'est assez facile de rentrer, on reste 3-4 minutes assez aisément. Mais 6 degrés, c'était dur de rester. C'est clair, à partir d'un certain moment, c'est chaque degré compte. C'est ça, exactement. Du coup, après, donc, pour les plus assidus, on peut descendre jusqu'à 3 degrés, même 0 degré finalement, dans des lacs gelés, tout à fait. On casse la glace, on se baigne, quoi. C'est ça, c'est ça qui marche bien. Il faut rester vraiment 2 minutes, par contre, c'est ça, c'est à partir de 2 minutes. C'est ça, minimum 2 minutes, parce que de toute façon, souvent les gens, ils se trempent, et c'est froid, et puis ils ressortent. C'est ça. Et c'est là où c'est le travail le plus important, on en a parlé, c'est les 30 à 45 premières secondes. C'est vraiment se forcer et respirer, mais rester dans ce bain au-delà des 45 secondes, et c'est là où tu commences à ressentir les hormones commencent à être sécrétées. Mais 2 minutes minimum. Et après, comme je dis, ça sert à rien de rester trop longtemps, 3 minutes. D'accord, c'est déjà suffisant. Il n'y a pas des signaux d'alerte ou à quel moment est-ce qu'on doit sortir et est-ce que le but c'est de faire le plus long possible ou juste 3 minutes c'est suffisant? Non, le but, quand je parle de bain froid, je parle jamais de performance parce que ça peut vite devenir dangereux. On l'a dit plusieurs fois, des contre-indications, c'est pas un truc que tu fais n'importe comment. Si tu restes trop longtemps, tu peux tomber en hypothermie. Alors les signaux, il y en a. Déjà, si tu commences à avoir un grelottement qui est pas contrôlé, qui est frénétique et tu peux pas, là, il vaut mieux sortir. Si tu commences à avoir le bout des extrémités vraiment très très blanc, au niveau des doigts, au niveau des pieds, ça veut dire que ton sang circule plus. Donc c'est pareil, il faut sortir. Vite, Là tu sors, tu te réchauffes vite, tu fais vite l'exercice avec la posture du cavalier. Surtout pas prendre de douche chaude tout de suite après. C'est un réflexe qu'ont beaucoup de gens, c'est j'ai froid, je vais prendre une douche chaude. Mais en fait, quand on est dans le bain froid, donc j'en ai parlé, c'est qu'on a la vasoconstriction dans les extrémités.
Donc il y a très peu de sang qui passe, mais il y en a quand même. Mais ce sang qui passe dans l'extrémité, du coup, il se refroidit beaucoup. Il devient plus frais que celui qui est au niveau des organes vitaux. Si, quand tu sors de ton bain froid, tu vas prendre une douche chaude, tu vas donner une information contraire à ton corps et il va redilater les vaisseaux sanguins dans l'extrémité, mais beaucoup trop vite. D'accord. Et du coup, ton sang froid des extrémités va circuler plus vite au niveau de tes organes vitaux, et finalement, c'est ton sang froid qui va venir refroidir tout le reste. D'accord, ok. Et c'est là où tu peux te retrouver après à grelotter pendant 1 heure, 2 heures et à pas réussir à te réchauffer, parce que en fait, ton sang froid est venu baisser ta température de ne serait-ce que 1 degré, c'est déjà beaucoup, et du coup, tu vas vraiment galérer à te réchauffer. Donc, vraiment pas de douche chaude après. D'accord. Du coup, des gants, un bonnet. C'est ça. En fait, il faut même pas. Tu peux rester en maillot. D'accord. L'objectif, c'est vraiment que le chaud vienne de l'intérieur. Donc, faire des exercices de réchauffement, on en a parlé. Tu peux boire un thé. Ok. D'accord, ça aide aussi à réchauffer de l'intérieur. Un thé, une soupe ou peu importe. Ou une boisson chaude. Voilà, une boisson chaude. Ça aide beaucoup. Mais il faut laisser faire le corps, laisser retravailler sa chaudière interne pour que ce soit de l'intérieur que ça vienne se réchauffer. Ok, trop bien. Écoute, je pense que l'épisode touche à sa fin. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? On a balayé énormément de choses sur la respiration en début d'épisode, ensuite sur les bains froids. On a vu que c'était vraiment un mix des deux. Ouais. Et au final, c'est bien d'en avoir parlé là pendant 50 minutes, mais l'expérience de tenter l'immersion ou de le faire, c'est vraiment autre chose que les croyances qu'on peut avoir de dire je vais me sentir bien, c'est cool, ok, je le sais, mais je l'ai pas encore fait. Ça, c'est un beau défi. C'est un beau défi. Il faut vraiment, moi je conseille à tout le monde de vraiment tenter l'expérience, ne serait-ce que chez soi, prendre sa première douche froide, ça laisse jamais indifférent. Alors, il peut y avoir, je sais que Anne-Sophie, ma compagne, elle peut pas faire les douches froides parce qu'il y a un traumatisme d'enfance, punition, douche froide, donc il y a un truc qui est resté. Je sais qu'il y a des gens pour qui ça peut arriver, que la douche froide, ça ne fonctionne pas. À ce moment-là, tu peux commencer le bain froid directement, mais comme je l'ai dit, à 15 degrés, ou même à 17-18, tu vois. Le but, c'est d'être dans l'inconfort. C'est vraiment d'être dans l'inconfort et de descendre. J'ai commencé aussi par les douches froides et je trouvais pas ce confort. Par contre, tu vois, le fait de voir l'eau couler, tu as l'impression que ton corps il est habitué devant, et puis dès que tu te tournes, c'est froid derrière, tu reviens devant, c'est refroid, ton corps il s'est pas habitué. Alors que tu vois, dans le bain froid, tu as quand même cette sérénité d'être un peu enveloppé, d'être recouvert partout. C'est pas pareil, je trouve. Mais c'est bien de commencer par la douche. Pour un début, c'est très très bien. Mais effectivement, la différence après, pourquoi ne pas rester uniquement avec les douches froides, c'est que déjà, avec un bain froid, tu vas avoir 80% des bénéfices qui sont plus puissants. Parce que ton corps est totalement immergé. Dans une douche, c'est jamais totalement immergé partout. Tu vois, tu en as parlé, un coup c'est devant, un coup c'est derrière. Et après, je trouve ça moins agréable aussi parce que l'eau est en mouvement. Tu es debout. Et alors que dans le bain, tu es en position assise la plupart du temps. Tu peux te mettre à genoux, mais en tout cas, tu es dans une position où tu peux... on peut rester plus longtemps. Tu peux rester, ou tu es en tout cas dans une position plus confortable. Le fait d'être statique, ton corps va produire une espèce de fine couche sur l'extérieur de la peau qui fait que la sensation est moins froide qu'avec de l'eau en mouvement. C'est pour ça que c'est plus dur quand tu fais une douche qui est vraiment froide ou que tu vas te baigner en rivière, tu vois, où il y a du courant. Là, ça te fait vraiment mal parce que l'eau est en mouvement. Le corps peut pas produire cette fameuse couche. Donc je pense que c'est plus confortable pour la plupart des gens d'être dans un bain froid. Après, tu as les bains froids cylindriques où tu es en position assise, et tu as les bains froids mode vraiment baignoire, où tu es allongé. Personnellement, je préfère être assis. Après, ça c'est propre à chacun de toute façon de tester. Mais en tout cas, effectivement, au moins tester d'avoir la douche froide. Et après, de venir à un atelier. Il y en a partout en France maintenant. Il y en a vraiment partout en France. Tu as des instructeurs Wim Hof dans les 4 coins de la France. Et ça reste quand même assez accessible. Ça dure en général 1h30, 2 heures un atelier. Nous c'est ça, en tout cas on fait des ateliers de 2 heures et tu ressors de là déjà transformé et ça permet de déjà connaître maintenant on en a parlé mais là dans l'atelier ça permet de connaître comment ça fonctionne sur le corps, sur le mental. Je rentre un petit peu plus dans les détails aussi sur le système nerveux, comment il fonctionne avec une petite partie neurosciences.
Et puis tu as la pratique encadrée aussi. Voilà, Tu vois, ouais, c'est ça qui exactement. change aussi, parce que c'est bien de lire des livres, c'est bien d'écouter des podcasts, mais quand tu veux te lancer tout seul, c'est bien d'être encadré pour être sûr d'être vraiment en sécurité, vraiment bien, et puis savoir quoi faire, et est-ce que tu fais bien, Ouais, tout à fait. etc. Et puis, tu as parlé aussi, mais il y a cette motivation, le fait d'être en groupe, tu vois. Nous, c'est un truc qui marche bien quand on est en entreprise, c'est la cohésion d'équipe, parce que tu vis quelque chose de fort avec d'autres personnes, donc déjà ça te booste aussi, ça te propulse, et après tu crées plus de liens forcément avec ces gens-là, parce que tu as traversé entre guillemets l'adversité, tu as été dans un truc dur, tu vois. Tu as vécu une épreuve ensemble. Tout le monde est fier ensemble et tout, donc c'est vrai que ça crée des liens, ça crée des nouvelles amitiés, une vraie cohésion d'équipe quand tu es en entreprise. Et après, sur mes coachings, moi du coup je suis plutôt en one-to-one, mais pour les dirigeants, les entrepreneurs, les cadres, c'est quand même quelque chose aussi qui est game changer pour eux, parce que ils ont un vrai outil concret. On en a parlé tout à l'heure, la respiration, c'est accessible n'importe où, n'importe quand, c'est gratuit. Il faut juste savoir le faire et quoi faire. Et en fait, ça change leur vie, parce qu'ils ont un meilleur focus, une meilleure clarté mentale sur s'ils ont un truc à négocier, tu vois, avec même la prise de décision aussi, mais la prise de décision, il y a... Quand tu es en stress chronique, quand tu es fatigué, tu as 60% de tes décisions qui sont mauvaises, et tu t'en rends pas compte. Parce que tu es dans le guidon, parce que tu es dans ce brouillard mental. Et ça qui est difficile aussi, de leur faire prendre conscience, parce qu'ils sont dans leur truc, tu vois, ils sont un peu avec leurs œillères, dans leur brouillard. C'est juste réussir à leur faire prendre conscience que en fait, quand tu dors mieux, ça va améliorer tes relations, parce que tu vas être moins irritable, tu vas avoir un peu plus de patience, tu vas pouvoir vraiment être là mentalement aussi avec tes enfants, quand tu discutes, et pas être en train de penser déjà au lendemain. C'est ça, c'est exactement. Et vraiment, de toute façon, la base de tout aussi, c'est le sommeil. Pour moi, c'est le pilier important. Il y a 3 piliers importants pour moi. Tu as le sommeil, l'alimentation et le sport. Et le sommeil, c'est vraiment le plus important, parce que c'est un peu ce qui régit ta vie, quoi. C'est un peu le maître de ta vie. Si tu dors pas bien, il n'y a rien qui va. Donc, c'est clair. Voilà. Ok, trop bien. Et écoute, merci. Franchement, c'était un épisode vraiment excellent. Et surtout, ce que j'aime, c'est que tu nous as donné des choses à mettre en place là tout de suite. Dès qu'on arrête d'écouter l'épisode, on peut mettre en place des choses, et ça, c'est vraiment trop bien. Donc merci à toi pour ta présence, avec plaisir. pour toutes ces infos. Et puis à très bientôt. Ouais, à bientôt, merci. C'est déjà la fin de cette immersion dans ces 2 outils de préparation mentale hyper puissants que sont la respiration et les bains froids. Merci de nous avoir accordé votre temps et votre attention aujourd'hui. Si vous ne retenez ne serait-ce qu'une seule technique, qu'un seul exercice ou un brin de motivation pour vous lancer à vous immerger dans des bains froids, alors le pari est gagné. Si cet épisode vous a apporté de la valeur, la plus belle façon de soutenir notre travail, c'est de vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite, d'y laisser 5 étoiles ou un petit commentaire. C'est ce qui aide le plus le podcast à se faire connaître. La discussion ne s'arrête pas là. J'aimerais beaucoup savoir comment vous avez perçu cet épisode. Quelle est l'idée ou la technique qui vous a le plus marqué aujourd'hui ? Venez m'en parler sur Instagram. Je lis tous les messages et c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. D'ici là, prenez soin de vous et entraînez votre esprit autant que votre corps. À très vite pour un nouvel épisode.